Ils ont raccroché les crampons loin des projecteurs de Bollaert, du Chaudron ou du Vélodrome. Les anciens joueurs de Ligue 1 poursuivent leur aventure, sur ou en dehors des terrains. Autour d'un repas, ils ont décidé de se confier, d'évoquer leur carrière mais aussi leurs souvenirs. Branchez vos écouteurs, chauffez votre plat. Vous êtes prêts à déguster une bouchée de foot. Et aujourd'hui, on a la chance de recevoir une légende du Stade Malherbe de Caen et un joueur qui a aussi fait les Benzers de la JOCR. Cédric Rangebar est avec nous. Bonjour Cédric et merci. Bonjour à tous, merci à vous d'être venus aussi. Sympa autour d'un repas, ça change. C'est tout le projet en face de moi. Le porte-flingue, le porte-couteau d'une bouchée de foot. Lui aussi aurait pu finir arrière droit, il lui manquait juste le talent. Jérémy Docteur est avec nous. Salut Jérémy. Bonjour à tout le monde, bonjour Mathis et bonjour Cédric. Bonjour. Alors Cédric, déjà, on va commencer. C'est toi qui nous as fait à manger. Alors ça a l'air très bon. C'est des pâtes, champignons et une escalope, c'est ça. Qu'est-ce que tu nous as préparé? Moi, j'ai fait simple, hein. Je suis pas un grand cuisinier ou alors il me faut du temps. Et escalope à la normande, moi j'aime bien, je voulais vous faire rappeler un peu ma région. Donc un peu de champignons, un peu de crème fraîche. Et j'ai mis un peu de beurre dans les pâtes et puis on est bien. Mais ça reste simple et efficace. Après, en tant que sportif de haut niveau, pas tous les jours. Mais c'est sympa quand même de temps en temps manger ça. Ouais, c'est un plat que t'aimes bien, ça te rappelle ta région, c'est ton plat signature ou pas? Non, c'est pas mon plat signature. Après, moi je suis très viande rouge, je suis très bœuf. Donc je mangeais beaucoup ça dans ma carrière, ça m'apportait beaucoup de protéines aussi, avec des pâtes. Mais c'est vrai que j'aime bien ce côté un peu avec la crème fraîche. Je suis très fan de crème fraîche et beurre, c'est partout où je vais, j'en demande. Tu parles de ta carrière, bon la crème c'était pas forcément recommandé. T'as la même hygiène de vie, tu te permets plus d'écart par rapport à quand t'étais entre guillemets au sommet? J'ai jamais fait attention à mon poids, je suis un épicurien à la base, mais j'ai eu la chance de jamais grossir. T'as jamais fait attention? Non, j'ai jamais fait attention. Après, comme je l'ai dit tout à l'heure, moi c'était beaucoup viande rouge et pâtes. Je faisais quasiment ça tous les jours. J'aimais ça, donc je le faisais. Donc en général, ça fait pas grossir. Je mets jamais de sauce avec la viande. Même que souvent quand on faisait les pesées, je restais toujours au même poids. Donc ça me posait pas de problème, j'ai de la chance. Parce que viande rouge, c'est pas vraiment le régime alimentaire qu'on imagine pour un joueur pro. Ouais, après, c'est toujours pareil. J'étais éduqué là-dedans où on disait que la viande rouge, ça apportait beaucoup de protéines. Les pâtes, ça reste des féculents, donc je pense que c'était cohérent. Je mangeais jamais de dessert, donc jamais de sucre. Ça enlève pas mal de choses dans l'alimentation. Tu faisais pas gaffe, mais est-ce que entre le début de ta carrière et on va dire à la fin, t'as vu une évolution, je sais pas, des diététiciens, des nutritionnistes arriver dans les clubs? Plus de la part des clubs eux-mêmes, le préparateur athlétique qui arrivait à l'époque, il y avait même pas de préparateur athlétique où c'était le tout début, dans les années 2000. Au fur et à mesure, le préparateur athlétique faisait la pesée toutes les semaines, prenait la masse graisseuse, et ainsi de suite, chose que nous, on faisait pas au début. Donc. Après, dans les diététiciens, c'était vraiment un peu personnel. Les clubs, j'ai jamais vu de diététicien dans les clubs où j'étais, mais sinon, c'était souvent les kinés, les préparateurs athlétiques qui prenaient ça en charge. Aujourd'hui, tu nous accueilles chez toi. On est à Blois, c'est ça? T'es normand d'origine, qu'est-ce que tu fais ici, Cédric? Qu'est-ce que je fais ici après ma carrière de footballeur? Je voulais sortir du foot, donc j'ai fait plusieurs choses. J'ai fait agent mandataire pour une assurance française. Ça m'allait pas parce qu'il fallait faire du porte-à-porte, fallait un peu vendre et je suis pas du tout comme ça. J'aime pas enjoliver un peu les histoires pour réussir à vendre, donc ça me plaisait pas. Je suis assez terre-à-terre, assez direct dans ce que je dis. J'ai travaillé dans une salle de sport pour des amis. J'ai aimé, sauf qu'à un moment donné, il n'y avait pas la compétition, il n'y avait pas le... Voilà, les gens venaient ou venaient pas, il n'y avait pas de suivi, il n'y avait rien, donc ça m'a vite frustré. Et puis donc j'ai décidé de reprendre dans le petit club de Chablis une licence d'entraîneur et j'ai passé mon BEF là-bas, brevet d'entraîneur du football, donc c'est pour entraîner jusqu'à la régionale 1. Puis une fois que je l'ai eu, j'ai eu le Stade Malherbe de Caen qui, de par mais aussi mes soucis financiers que j'ai eu, m'ont tendu la main pour intégrer le centre de formation et donc j'ai intégré les U17 en nationaux en tant qu'adjoint, puis passé en national 2 en tant qu'adjoint aussi, et puis à un moment donné on a envie de voler par ses propres ailes, on a envie de la compétition, on a envie d'être jugé, parce que c'est ça, dans ma carrière j'ai toujours été jugé en tant que footballeur, et ben là je voulais être jugé en tant que coach, donc il fallait être numéro 1 dans un club. Alors je voulais N2 parce que N2 ça, on se rapproche de quasiment du foot professionnel, et puis ça me permettait de passer mon dernier diplôme qui est le BEPF, donc brevet d'entraîneur professionnel de football. Puis voilà, donc j'ai fait des offres, j'ai essayé, et puis Blois, j'ai eu une opportunité, j'ai rencontré le président, ça s'est bien passé, et puis on a signé assez rapidement. Donc aujourd'hui, t'es le coach principal de Blois, c'est ça? C'est ça. T'en as un petit peu parlé, t'as eu des soucis financiers en fin de carrière.
Est-ce que tu peux un peu nous expliquer ce que c'est? Non, je vais être rapide parce que j'en ai déjà beaucoup parlé, mais c'est ce qui arrive à beaucoup de joueurs, je le sais autour de moi. En fait, ce qui se passe, c'est quand on gagne bien notre vie, on nous apprend dès tout petit à mettre dans la pierre. Dès qu'on gagne de l'argent, il faut acheter appartement ou maison, ou ainsi de suite. Donc j'ai vite acheté ma résidence principale, et après, quand j'ai signé à Auxerre où j'ai eu des très bons salaires et on a fait la Ligue des Champions, je me suis dit là je vais investir le maximum pour pouvoir vivre de mes rentes après ma carrière. Sauf que ce qui s'est passé, c'est que sur mon salaire entier, je mettais tout quasiment de côté dans des prêts. Sauf qu'un an après, on est descendu avec la J Auxerre, donc j'ai pris 50% de salaire en moins. Donc j'ai continué à verser les sommes et je suis parti à Ajaccio. Et à Ajaccio, on est redescendu aussi. Donc j'ai repris quasiment 40% de salaire en moins. Donc je suis passé quasiment de 40 000 euros à moins de 10 000 euros. Les prêts, j'arrivais plus à les faire. Et puis à un moment donné, quand j'ai voulu vendre, je me suis rendu compte que les biens que j'avais achetés, ils correspondaient pas à ce que j'avais vu sur papier. Les travaux qui devaient être faits n'ont pas été faits, mais l'argent était sorti, on ne sait pas où elle est partie. Enfin voilà, tout un tas de choses comme ça. Et puis la banque qui m'avait fait les prêts, à un moment donné, m'a tout saisi et a tout vendu aux enchères. Tout ça fait qu'à un moment donné, ça s'accumule, et puis à un moment donné, je pouvais plus subvenir, j'ai arrêté le football. Et puis en fait, on le cache, parce qu'on a honte déjà par rapport à ce qu'on a gagné, par rapport à des gens qui, comme mes parents sont dans ce cas-là, gagnent 1600, 1700, 1800 euros. On a honte parce qu'on se dit comment c'est possible d'en arriver là en ayant gagné tout ce que j'ai gagné. Puis à un moment donné, on se dit il faut avancer dans la vie, ça fait partie du passé, il y a des erreurs, j'ai fait des erreurs, des gens en ont profité. Soit je sombre jusqu'à la fin de ma vie en me disant je suis le plus gros con de la terre, soit je me dis maintenant on avance et puis on tourne la page et puis on avance et puis ça fait partie de ma vie. Et aujourd'hui c'est derrière moi. C'est une parole rare en tout cas d'accepter d'en parler. Tu me fais pourquoi? Pour mettre en garde, pour prévenir? Non, au départ, c'était vraiment pour moi, pour me libérer de ce poids. Ce qui s'est passé, c'est que j'habitais dans un petit village donc à côté d'Auxerre, où c'était petit, je l'avais caché un petit peu à tout le monde, mais tout le monde entendait un peu à droite, à gauche des choses. Et ça parlait, ça disait tout et n'importe quoi. Il y a des gens qui ont dit que j'avais tout perdu dans le poker. Et donc voilà, donc à un moment donné, j'ai voulu rétablir la vérité, dire moi voilà, maintenant c'est comme ça s'est passé comme ça. Dire ce que j'ai vécu, dire ce que je ressentais, et puis voilà, c'était pour vraiment tourner la page. Après, bien sûr, j'espère que ça sert à des gens. J'ai eu beaucoup d'appels, pas que des footballeurs. Il y a eu des gens qui m'ont dit « Mais moi, je vis la même chose que vous. Merci. Enfin, quelqu'un qui ose le dire. » J'ai eu quelqu'un qui travaillait dans les trains à la SNCF qui m'a appelé, qui m'a dit « Moi, j'ai tout perdu. Je me suis endetté à cause du jeu. » Ce que vous avez évoqué dans vos sentiments, dans votre honte, dans vos cachets et tout ça par rapport à la famille, j'ai la même chose. Merci, grâce à vous, je vais en parler, je vais m'en sortir. C'était le plus beau des messages que j'avais, parce que c'était, bien sûr, il y avait pour moi, mais en fait, j'ai servi aussi à d'autres gens. Bon, on va te laisser manger un morceau et on va passer à une partie un peu plus sympa, qui est ta carrière quand même. Une belle carrière. Donc toi, tu nais à Falaise, tu débutes au haut niveau à Caen. Tu arrives à quel âge? À 21 ans. C'est tard. C'est tard. Aujourd'hui, on imagine le parcours classique, centre de formation, les premières rentrées à 17-18 ans. C'est pas ton parcours? Non, pas du tout. En fait, j'ai commencé à Falaise, dans un petit club où j'étais au niveau régional, donc c'était PH à l'époque. Et puis... Et on est descendu en U17 ans. Donc j'ai voulu aller du côté de Caen, donc à Mondeville. C'était le deuxième club de la région de Caen à l'époque. Et après, j'ai intégré les seniors qui étaient en CFA2 à l'époque. Donc l'équivalent de National 3 aujourd'hui. J'étais le petit, j'avais 19 ans. Puis j'ai joué tous les matchs. On est monté cette année-là en CFA, donc National 2. Et parallèlement, je faisais des études universitaires. Et j'étais dans l'équipe donc STAPS. On a été champion de France et je jouais avec beaucoup de gens qui venaient du Stade Malherbe de Caen aussi, parce qu'ils faisaient le double cursus, des jeunes qui étaient en réserve, et tout le monde ça parlait de moi en disant il est performant déjà en CFA avec Mondeville, il est performant avec le universitaire et tout. Donc quand Sébastien Bagnier m'a appelé à l'époque à Caen pour intégrer la réserve, puis il me dit pourquoi pas, si t'es performant, t'iras peut-être avec les pros. Je dis moi c'est une opportunité, je la prends et puis on verra ce qui se passe. Et donc je devais reprendre avec la réserve le 9 juillet, 20 juin, appel du coach des pros en disant tu reprends avec les pros demain. Donc c'était le vendredi soir, le samedi matin je partais. J'ai dit à ma femme, on part pas en vacances. Donc là j'ai eu la gueule un peu pendant quelques jours. J'ai dit non, mais on sait jamais, là c'est une opportunité, j'y vais. Et puis j'ai fait ça, j'ai commencé avec les pros, et puis je suis parti en stage, ce qui manquait du monde, et puis en fait je suis resté. Voilà, la belle histoire, je suis resté, de fin août, je jouais mon premier match en pro. Après je suis content, parce que quand j'ai connu les jeunes d'aujourd'hui qui mettent tout dans le foot de 16 à 20 ans, et puis qui n'y arrivent pas, et qui à un moment donné explosent au niveau de la tête.
Moi, j'ai connu les études, donc le STAPS, donc tout ce qui était sport, parce que je voulais être prof de sport. Et puis j'ai connu les soirées étudiantes. Ah, Non, mais voilà, mais c'est important parce que je pense qu'à chaque âge, on a besoin de faire des choses. Et je pense qu'à 20 ans, j'ai fait plein de choses avant d'être pro, et que peut-être d'autres, en fait, à un moment donné, craquent. Ils le font à 25, 26, 30 ans, et c'est trop tard pour moi, 30 ans, pour faire ça. Et j'ai passé trois belles années en STAPS où j'ai vécu des vraies belles choses et des vraies belles relations, voilà, qui sont autres que les relations du business, du foot, du machin. C'est des vraies relations où tu vis avec rien, tu as un petit appartement étudiant, et puis tu vas acheter le jambon, les pâtes, et puis tu te fais avec du gruyère, et puis tu fais ça à 5h du matin. Donc c'est des super souvenirs que j'ai. Et que j'échangerai à rencontrer un au monde contre 2 ans de plus pro, voilà. c'est atypique. Hein. C'est tout nous, quoi, en fait. C'est nous, mais qui devient pro. Et La différence, elle est là. le talent est croisé, je crois. Ouais. Et des belles aventures, t'en as vécu avec Caen. Il y a 2 montées, une finale de Coupe de la Ligue. Tu gardes 15 images de ces premières années à Caen. Non, je garde des super moments de groupe. Aujourd'hui, mon idéologie de vestiaire en tant que coach, elle est basée là-dessus. C'est-à-dire que créer un groupe, même si on a des joueurs moins forts, on peut aller très loin. Parce que je pense que si on prend un joueur individuellement, on n'était pas des phénomènes à la base. Il y avait des joueurs qui étaient dégagés. Donc, je pense à Nicolas Seub de Toulouse, Seb Mazur du Havre, plus des anciens qui sont arrivés là-dedans se greffer. Et on a réussi à créer quelque chose où on s'est dit, c'était un peu le côté un peu étudiant, où on était ensemble tout le temps. On était régulièrement à boire des coups ensemble, à boire l'apéro le mercredi soir, sans que ça soit tard, mais on était ensemble tout le temps. Et ça se ressentait sur le terrain, on courait les uns pour les autres, on courait tout le temps, on avait envie de s'arracher, et je garde ça, et j'ai le souvenir, et je cite son nom, tant pis pour lui, que Benjamin Nivet, quand il est arrivé à Caen, on part en stage, et en stage, on fait donc le stage, on travaille très très dur, c'était très très dur en montagne, sauf qu'à la fin du stage, on savait qu'avec le coach Franck Dumas, on avait la soirée. Le thème était, vous partez ensemble, il y a un bus qui vous amène, à 5h le bus il vient vous rechercher, vous revenez tous ensemble. Donc là on est partis tous les joueurs ensemble, on était quasiment 25 dans une boîte de nuit en Savoie. Et là donc Benjamin Nivet qui est un très très grand professionnel, mais quand je vous dis très grand, il fait tout bien, tout machin et tout. Donc là il fait la soirée avec nous. Le lendemain il déprimait au bord de sa table en disant putain ma saison elle est foutue, putain j'ai fait une soirée hier en stage et tout, c'est n'importe quoi, putain. Alors nous non mais arrête, c'est pas ça qui va te flinguer la saison, t'inquiète pas et tout. Il dit non mais on peut pas faire ça et tout. Alors nous c'était normal, mais si. Et puis en fait il a fait une super saison et il a continué parce qu'il avait déjà une belle carrière avant, et il a continué très longtemps, mais je pense que ce jour-là il a compris qu'à un moment donné on pouvait faire les deux. Mais à bon escient, on savait quand on pouvait rigoler ensemble et déconner, quand il fallait travailler ensemble. Et ça, on l'avait très bien intégré dans ce groupe-là. Donc, c'est un peu l'idéal que j'ai aujourd'hui du groupe. Tu finis par partir. En 2008, Raymond Domenech demande Estelle Denis en mariage, et toi, tu finis à Auxerre. Et alors là, à Auxerre, tu vas vivre des aventures fun. Il y a une qualification en Ligue des Champions. Ouais, c'est clair que c'est extraordinaire. C'est une belle saison, un beau moment. Pareil, on n'avait pas une grosse équipe à l'époque. Par contre, on avait une équipe qui faisait chier tout le monde. On avait une équipe qui en fait, on défendait tous bien. Et puis, on avait une attaque, on marquait un but, et derrière, on défendait tous bien. Et toutes les équipes venaient en disant non mais vous êtes nuls mais vous gagnez tout le temps. C'était ça notre force, c'est-à-dire que Jean Fernandez avait réussi à créer un groupe où on défendait, on faisait pas d'erreur, personne faisait d'erreur, on prenait pas de risques. Et on a réussi à être 3e comme ça, du championnat de France comme ça, et puis avec une dernière journée qui est quand même incroyable au niveau du multiplex. C'est vrai que les gens qui devaient être derrière leur télé, ça a dû être énorme. Donc c'était un vrai moment sportif qui était l'un de mes meilleurs. Et 2 ans plus tard, vous descendez en Ligue 2. C'est un peu cliché, mais là pour le coup c'est vrai. Dans le foot, ça va très vite. Et comment t'expliques ? C'est l'après-Ligue des Champions qui a été mal gérée ? En fait, l'après-Ligue des Champions, il y a 5 ou 6 joueurs plus le coach qui s'en va, donc, dont Pedretti, dont Gélène, Nicolae, Birsa. Et derrière, sans dénigrer quoi que ce soit, on recrute des joueurs qui venaient de Ligue 2, qui venaient d'Allemagne où on ne savait pas trop leur niveau. Et en fait, avec le nouveau coach, il y a une autre aussi philosophie, c'était Laurent Fournier. Plus de jeux, on fait monter des jeunes. Et l'idée du club, c'est de refaire la Ligue des Champions. Sauf qu'en fait, quand ça ne marche pas au début, au lieu de faire le dos rond, comme il s'était fait l'année d'avant, parce que l'année d'avant, quand on a joué la Ligue des Champions, quasiment toute la saison, on est ric-rac, on est dans la deuxième partie, et Jean Fernandez, il nous rassure, il nous dit non, vous inquiétez pas, il y a la Ligue des Champions, dès qu'il n'y aura plus la Ligue des Champions, vous allez voir, on va revenir, on va machin. Sauf que là, dans cette saison-là,
Ça a été l'inverse. C'est-à-dire que on nous tapait dessus tout le temps. À un moment donné, on dit aux supporters, non mais quand vous les voyez dans la rue, engueulez-les, insultez-les, machin et tout. On arrive à l'entraînement, on avait presque plus envie d'y aller parce que c'était compliqué. Après, oui, c'est dur parce que la JOCR, ça faisait quasiment 33 ans, je crois, qu'il était en Ligue 1. Donc c'est un moment compliqué de se dire, on est dans l'équipe, on a fait descendre l'équipe, et puis on sait que ça a eu des conséquences aussi économiques sur les gens qui travaillent. Maintenant, ça a eu des conséquences économiques sur nous aussi. Et la preuve, j'en ai parlé tout à l'heure, mais... Et voilà, ça a été dur à vivre, ça a été dur, et puis psychologiquement aussi. Après, ça fait partie de la vie d'un footballeur et d'un sportif, et tout n'est pas toujours rose. Donc voilà, donc ça reste une année où j'ai beaucoup appris aussi. On a fait un bon tour sur ta carrière, on a aussi bien mangé. Tu vois, c'était pas mauvais. Il parle pas beaucoup, donc il mange. Bah, justement, ça va être l'heure Ça va être à moi. de sa chronique, c'est le moment. Et les pieds dans le plat. Avec Jérémy, tu veux revenir sur 2-3 points qu'on a abordés avec Cédric. Ouais, moi je voulais te reparler de plusieurs choses, mais est-ce que tu veux manger un peu avant? Non, vas-y, je peux réfléchir et manger. Maintenant, t'es coach, mais quand tu repenses un peu à ta carrière de joueur, avec le recul, est-ce qu'il y a des entraîneurs en particulier qui t'ont marqué au niveau de leur méthode de travail et qui aujourd'hui t'inspirent dans ta nouvelle fonction? Tous à des degrés différents, parce que... Après, il y en a quelques-uns où j'ai un petit peu moins pris parce que je les ai pas eu longtemps et j'étais jeune, comme à Caen, au tout début à Caen avec Hervé Gauthier ou Patrick Rémy. Après, Jean Fernandez, lui, c'est un coach très rigoureux. Alors, on défend tout. Si vous en attaque 20 secondes après, t'as intérêt d'être derrière, sinon je te défonce. On bétonne. C'était ça, ouais. À l'entraînement, il fallait que ça soit à 100%. Franck Dumas, l'entraînement, c'était rigolade, machin. Et on faisait des concours de retournées acrobatiques. Jean Fernandez, c'est tout le temps, il fallait être tout le temps à fond. Et au début, j'ai eu du mal quand je suis arrivé. Pour moi, ce qui était important, c'était le match du week-end. La semaine, je venais, je la faisais, c'était bien. Mais en fait, avec le temps, donc on avait une discussion au bout de 6 mois où il m'avait un peu grondé et je lui ai dit, bah non, moi coach, voilà comment ça se passe à Caen, moi voilà comment je suis. Par contre, je fais pas n'importe quoi. Entre guillemets, oui, je sors de temps en temps après les matchs le samedi, même si on perd. Parce que si j'étais habitué comme ça à Caen, même si on perdait, on allait tous ensemble. Par contre, je le ferai pas la veille, je le ferai pas l'avant-veille. Je fais ça, mais par contre, je sais quand faut quoi faire. Et là, il est devenu tout rouge, je me rappellerai toute ma vie. T'as eu peur? Ouais, je me suis dit, je vais me faire défoncer, c'est fini, je jouerai plus, mais j'avais besoin de le dire. Et là, il a eu un truc où il m'a scotché, c'est il est devenu tout rouge et il m'a dit, ok, j'accepte comment tu es, par contre, toi, donne un peu plus à l'entraînement et fais-en plus. Et là, je me suis dit, waouh, je me suis dit, un coach qui accepte ce que je viens de dire, alors que c'est à l'opposé de lui, c'était le déclic. Et comme par hasard, il avait raison, parce que 1 an après, on fait la Ligue des Champions, c'est mes meilleures années, et ainsi de suite. Donc, j'étais pas professionnel à 100%. J'étais peut-être à 50% parce que j'avais pas une culture de jeune à m'entraîner tous les jours, à machin, être sérieux. Moi, j'avais besoin de déconner, j'avais besoin de rigoler. Et lui, il m'a fait comprendre qu'à un moment donné, le métier de footballeur, faut être pro. J'avais 28 ans, 29 ans. J'ai dit, il a raison. Après, j'ai eu d'autres coachs. J'ai eu Laurent Fournier, qui, au niveau foot, c'était vraiment très bien. Ça ressemblait un peu à Franck Dumas. Après, il manquait un peu de caractère et ça lui bouffait la vie quand il devait prendre des décisions et tout ça. Il était très mal à l'aise avec ça. Il avait du mal on avait un groupe très compliqué. Donc, Les égos, tu veux dire? Ouais, les égos. Et puis, lui était un peu gentil. Donc, il s'est fait bouffer. Ouais, il s'est fait bouffer. Quand t'as un groupe qui est pas correct, ben, il en profite. Il gratte sur le coach. Puis après, à l'étranger, quand je suis parti en Inde, j'ai eu des coachs étrangers avec des méthodes étrangères, et un coach anglais, un coach vénézuélien. Et c'était bien, c'est pareil, on apprend d'autres choses, d'autres entraînements, d'autres cultures. Chez les Anglais, j'ai appris, mais parce qu'il y a beaucoup d'Anglais avec moi, où les Anglais, j'ai jamais vu ça, qui se mettaient des caisses, mais j'ai jamais vu ça. Et je dis, moi j'en ai fait des soirées, mais là j'ai jamais vu ça où les mecs, à 7h du matin, ils tenaient plus debout. Prêts à se taper dessus, ils s'insultaient en anglais, ils se tapaient dessus avec le coach et tout. Bonne ambiance. J'ai dit, qu'est-ce que c'est que ça? À 8h du matin, ils étaient tous sur le terrain, en train de courir devant tout le monde. Et je dis, waouh. Par contre, après, ils vont aller dormir toute la journée. Mais par contre, sur le travail, ils montrent rien, ils donnent à fond, c'est une autre culture. Et on m'a dit, la culture anglaise est comme ça. Puis vénézuélien, c'était plus le foot, un peu ballon, c'était vraiment sympa aussi. T'es donc arrière droit. Ouais. On va pas se mentir, quand on fait un foot entre potes, c'est pas forcément le poste qu'on choisit en premier. Bah c'est là où je jouais quoi.
Et c'était pas pour ma qualité de centre. C'est pour ça que t'as pas fait carrière non plus. C'est pour ça. Et toi, qu'est-ce qui te pousse à devenir arrière droit au début? Moi, je dis le poste d'arrière droit, il a été créé pour moi. Non, mais c'est le poste où, en fait, en général, tu mets tes joueurs. Alors, l'attaquant, celui qui marque, il est devant. Celui qui va vite, il est un peu sur les côtés devant. Les milieux de terrain, c'est ceux qui sont bons techniquement. Et puis derrière, c'est les grands. Et puis après, le reste, tiens, on va te mettre là. Tiens. Et puis, il y a un gaucher, on le met à gauche. Puis, celui qui est droitier, qui est un peu le moins bon, il est arrière droit. Non, mais je rigole, mais c'est. En fait, c'était que j'aimais défendre pour les autres. J'aimais attaquer. Donc le poste d'arrière droit, à un moment donné, il lit ça. C'est-à-dire qu'il va falloir que tu défendes parce que tu es défenseur, mais à un moment donné, tu as la possibilité de pouvoir monter régulièrement sur ton côté et de centrer. Quand tu es défenseur central, une fois tu peux monter avec le ballon, mais le reste c'est très dur. Donc c'est pour ça que je me suis bien retrouvé à ce poste-là et j'aimais bien ça. Et puis ça a marché plutôt correctement, donc ça va. Et est-ce que tu as souvenir, pas un joueur, mais quelques joueurs qui t'ont marqué, où tu as vraiment eu du mal à défendre et c'était l'enfer, quoi? Il y en a un qui est Ibrahimovic, Ouais. où c'était costaud, c'était dur. En fait, c'était un... Physiquement? Ouais, c'était un tronc d'arbre. Je me souviens, quand on jouait au Milan AC, à un moment donné, dans la surface, je vais pour intervenir, donc je regarde le ballon, et lui, en fait, il me met la main là, il me fait ça. Et en fait, je suis tombé en arrière. T'arrives à fond, ping, je tombe en arrière. Je me dis, qu'est-ce que c'est que ça? Moi, tu me mets le bras, mon bras, il part, et je tombe avec. Et lui, très, très dur, très, très... Après, il y a eu Malouda, Ouais. quand il était à Lyon. Style différent. Hein. Ouais, c'est différent, mais par contre, toujours en vitesse, dribble et tout ça. Et puis il y en a un, c'est ce que j'ai raconté ça cette semaine à des joueurs. Pedro Camata, un joueur qui venait d'Auxerre donc, dans les années 2000, qui n'avait jamais joué à Auxerre, qui avait signé à Clermont-Ferrand. Et on était en Ligue 2 avec Caen. C'est un tout petit, vif, et première mi-temps, il me fait tout. Et en plus, quand j'arrive à bien défendre, il a toujours le contre. Le ballon, il retape dans son genou, machin, il sort avec le ballon, mais tout le temps. On rentre à la mi-temps, je vais voir Nicolas Seub qui était arrière gauche, je dis Nico, j'arrive pas, faut qu'on change. Passe à droite, moi je passe à gauche. Là le coach il sait rien sur le truc. Hein. Donc là on rentre à la mi-temps, je me mets arrière gauche, et Nicolas Seub arrière droit, on change. Tac, les deux arrière. Alors aujourd'hui tu fais ça, laisse tomber, ça existe plus. Hein. Donc là le joueur, il arrive un peu moins, qu'est-ce qu'il fait? Il revient de mon côté. Mais ouais, mais il se dit tiens j'arrivais bien avec lui, je vais retourner. Donc là ce qui se faisait, je faisais Nico, on rechangeait. Et en fait on a fait ça pendant toute la deuxième mi-temps, c'était extraordinaire. Mais j'ai jamais vu personne faire ça. Ah ouais non c'est... Pedro Camata. On en a parlé un peu de la Ligue des Champions. Vous, dans l'effectif, j'imagine qu'il n'y a pas beaucoup de joueurs qui avaient connu un tel niveau déjà avant dans leur carrière. Comment ça change ton quotidien quand tu vas jouer la Ligue des Champions? Vous allez jouer tous les 3 jours, vous allez jouer des équipes d'un niveau plus élevé qu'en Ligue 1, certaines du moins. Comment toi tu t'adaptes à cette saison-là qui devait être assez particulière en fait? En fait bien parce que tu t'entraînes plus. Tu es tout le temps récup, veille de match. Donc c'est top, parce que c'est vrai que l'entraînement c'est bien parce qu'on s'entraîne et il faut progresser, sauf qu'à un moment donné quand tu as un certain âge tu te dis c'est un peu chiant, toujours faire la même chose, surtout que Jean Fernandez était très, très stéréotypé au niveau de ses séances, c'était toujours les mêmes séances, donc à un moment donné c'était vraiment bien par rapport à ça. Après ce qui est dur c'est le côté psychologique. T'es tout le temps sur les plateaux télé, dans les interviews et tout ça, donc c'est génial, t'as une reconnaissance, un peu un Lego qui est heureux, qui a une certaine fierté. Mais par contre, ce qui est dur, c'est le côté psychologique, où j'ai le souvenir, et ce fait-là, il est marquant, parce qu'on parle des grands joueurs, les grands joueurs arrivent tout le temps à être quasiment au top niveau, chaque week-end, chaque Ligue des Champions, chaque machin, ils enchaînent. Nous, on passe Saint-Pétersbourg en poule, je marque de la tête, on passe, donc c'est presque le moment le plus euphorique, c'est-à-dire que là, on passe en Ligue des Champions avec tous les trucs, il y a le tirage, le truc comme ça. Le tirage était le vendredi, je crois, donc on est dans le tirage, on est heureux et tout, et le dimanche, on va jouer à Monaco, Monaco, il faisait 35 degrés, le stade, il n'y a personne, et là, t'arrives là-dedans, va trouver ta motivation, sachant que tu viens de passer quasiment 48 heures où t'es là-haut, t'es dans tous les journaux, Real Madrid, et là tu vas à Monaco, où il n'y a pas un bruit. Dans ta tête, tu veux, parce que t'es professionnel, tu dis, faut que je le gagne, le match il est important, c'est le championnat, sauf qu'en fait, les jambes, elles n'y arrivent pas, et puis la tête, elle y est, mais elle y est pas spécialement, et on avait pris 2-0, 3-0, mais voilà, mais c'est super compliqué, hein. Tu comprends pas sur le moment. Quelques mois après, tu dis, oh, c'était compliqué. Mais c'était une belle expérience. Je crois qu'on va parler un petit peu plus en détail de la Ligue des Champions avec Julien aussi. On va accueillir celui qui est à la fois footballeur, mais meilleur cuisinier que footballeur. C'est Julien et Lyon pour la recette préférée d'une bouchée de foot. C'est peut-être la recette préférée des footballeurs. C'est la recette magique. Champion, mon frère! Donc Julien, toi tu veux revenir sur un match en particulier de Cédric,
Ce que je te propose, c'est que je te laisse la parole. Je vois qu'on a bien mangé avant que j'arrive, quoi, pas de soucis. T'arrives en retard, c'est ta faute. Hein. Je suis toujours à la bourre. Moi, ce que je te propose, c'est la recette magique. Je vais prendre un match qui, selon moi, a été un des plus importants de ta carrière. Et il faut que tu retrouves les 11 joueurs titulaires ce jour-là. J'ai pas révisé, je vous le dis. Donc, on est dans la saison 2010-2011. T'as eu mal aux jambes ce jour-là, je te le dis. Hein. Auxerre, Real Madrid. La GIA fait son grand retour en Ligue des Champions 8 ans après, le groupe de la mort, avec le Real Madrid, l'Ajax Amsterdam et le Milan AC. Et ouais, nous sommes le 28 septembre, à la Baie des Champs, des boules, le Real Madrid de Mourinho, Casillas, Higuaín, Ramos et Cristiano Ronaldo. Un stade à guichet fermé, 21 000 spectateurs, tout le monde scande ton nom. Cédric. Ou presque. Ok, ou presque. Ouais. Ça fait froid dans le dos, ce soir vous jouez super bien franchement. La GIA entame bien, vous avez plusieurs occasions. Il y a une barre transversale. Voilà. Vous prenez un but un peu sévère à la 88e de... Sachant qu'il y a main de Di Maria. Il y avait main de Sergio Ramos, il y a main. T'es d'accord? Tu l'as vu ou pas sur le terrain ce jour-là? On l'a vu, mais après ça enchaîne et derrière il y a ballon sur Di Maria et je me rappelle je saute un peu, j'ai une photo où je saute un peu les jambes un peu à l'écart sur la photo parce que je pensais qu'il allait faire une reprise de volée en l'air. En fait il a mis à terre à ras du poteau. Frappe croisée, franchement imparable en plus, on garde un peu rien à faire. Mais vous défendez vraiment bien, c'est un bon match. Bon, ce qui m'intéresse, c'est le 11 de Auxerre ce soir-là. Pour les auditeurs, lors de cette campagne de Ligue des Champions, vous finissez donc dernier de la poule, mais vous avez quand même 3 points parce que vous battez. L'Ajax, Ah ouais, 2-1. Exactement. Le contexte est posé, je te rappelle donc les règles du jeu. Pas d'erreur, c'est la crème de la crème. Une erreur, ça compte pour du beurre. 2 erreurs, tu payes l'addition, tu dois faire un cadeau de ton choix aux auditeurs, tu peux signer ton pain, faire ce que tu veux, peu importe, ok. On se met d'accord. Écoute, Cédric, je te sens un peu perplexe, c'est quand tu veux. Ouais. Dans les buts Sorin déjà, Ça fait 1. donc Cédric Angebar. Ouais. Koulibaly, Ouais, très bien, en centrale. Grichting Mignot, je pense qu'il y a les deux. Non, Mignot peut-être remplaçant. Ok, une erreur. Grishtingena. Attends, c'est une je erreur. réfléchis. Grishtingena. Mignot, c'est vrai parce que Mignot était blessé et même après il est sur le banc à l'Ajax et il a réussi à prendre un rouge en étant sur le banc à l'Ajax. C'est fort ça, très fort. Doudka. Ouais, bien. Il te manque le milieu de terrain. Ouais, il y a Oliège. Ouais, bien sûr. Oliège, ça c'est sûr. Il y a Gélène, c'est sûr et certain. Il rentre, on te l'offre. Nicolas. C'est là que ça se complique. Oh la vache. Ça fait 2 erreurs. 2 erreurs. Paye l'addition, Cédric. Oliège était à droite. Ouais, tu l'as, bien sûr. Il y a Chafny. Et là, il te manque le milieu de terrain, l'incontournable, tu nous l'as pas donné. Oui, Pedretti. Oui. Je suis à 8, là, il m'en manque 3. Ouais. Il te manque quelqu'un qui a joué avec toi, sous les couleurs du Stade Malherbe. Non, Gilles était titulaire. Et ouais, Ah putain. un milieu. J'ai peur de dire des conneries parce que j'en ai quelques-uns en tête. Hein. Bon, allez, je vais me lancer. De toute façon, faut y aller. Je vais dire sortir des noms. Ndinga. Ouais, tu l'as, bien sûr, bien joué. Donc, il me manque l'attaquant là. Non, tu nous as donné. Ah, Oliège était devant. Ouais, devant, ouais. Donc il te manque une pièce maîtresse de cet effectif. Sochalien, c'est le roi. Si je te dis Roy. Ah, Roy Cantou. Et Ouais, ouais. ce chalet, ouais, exact. Bon Cédric, J'ai 3 je te pose une dernière question pour les auditeurs, parce que là tu vois juste en face de toi, t'avais un mec, Cristiano Ronaldo. C'est ça. Ouais, alors, ça. bien sur le terrain. Ça a été, en fait, j'avais plus de peur qu'autre chose, mais après, quand on parle du match, je me rappelle des statistiques, ils avaient tiré quand même 29 fois au but, qu'ils n'ont pas fait non plus un mauvais match. C'est Non, juste que Cristiano Ronaldo, non, c'était toujours en train de pleurer, en train de s'agacer, toujours en train, dès que je tire un peu le maillot, il râlait, il regardait le public, il levait les bras, c'était vraiment du show qu'il avait fait. Après, tu sentais qu'à tout moment, ça pouvait aller très vite, mais il était vraiment dans le show, à se montrer, à se mettre en avant. Et quand tu perds seulement 1-0, franchement c'est un résultat, même ton coach de l'époque se satisfait plus ou moins en interview d'après-match du résultat. Est-ce que tu étais fier de toi sur ce match? Non, parce qu'on a perdu. Quand t'es joueur de foot, tu étais compétiteur, même si on faisait la Ligue des Champions dans ma tête, je voulais finir premier, même s'il y a des grosses équipes. Mais après coup, on se dit que oui, on a fait quand même une grosse performance. Quand on voit les joueurs en face et leur carrière à chacun, ça a quand même de la gueule. On aurait peut-être pu avoir un match nul. Un match nul, ça aurait pas changé grand-chose à l'histoire, mais ça aurait été une fierté d'avoir tenu le Real Madrid en échec. Et après, ça s'est joué sur pas grand-chose. J'ai une dernière question à te poser, ultime. Qui est-ce que tu aimerais voir à ta place invité à manger avec nous? Pour que vous ayez un bon public Non, je pense Benoît Pedretti. Je pense que c'est quelqu'un de bien et qui a beaucoup d'anecdotes et qui a plein de choses à dire sur sa vie. Donc je pense que c'est un bon mec. On vous l'invite à casser la croûte alors en longueur. Eh bah, ouais. L'invitation est lancée, Benoît. Merci beaucoup, Cédric, de nous avoir reçus. J'espère que tu as passé plaisir. un bon moment. Super, c'était génial. C'était très bon. Merci de nous avoir écoutés. Et à très bientôt pour une autre bouchée de foot.
C'était Une bouchée de foot, un épisode réalisé par Thomas Vinclair, produit par Julien Elion, Jérémy Docteur et Mathis Lescane.